Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de chez QI Basket. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse finale de NBA dont personne ne veut apparemment, si on le croit les réseaux sociaux, pardon. Ce soir, pour faire ce podcast, je suis avec Tancred aka Tanky. Salut Tanky. Non, alors, ouais, Non, non. Tanky non. Non. Bah, Tancred, Stéphane Tancred. Denix, hein. Ok, Non, Tancred. non, mais Allez, clairement, Tanky, là, d'où est-ce que ça a sorti ça, là? de mon esprit malade. Allez, La bah pour République n'en Tancred. sort pas grandi, moi, je tiens à le dire. Ok, bon, bonsoir Tancred. Voilà, c'est bien. Tancred. Bonsoir Val. Bonsoir. Ça va Val? Y a pas de problème avec Val? On va pas t'appeler Nickel. Valentin? Non, Non, moi ça va. ok. Tolérant. Monsieur a décidé de pas faire sa précieuse, c'est pas le cas de tout le monde. Et bonsoir Émile. Bonsoir et bonsoir à tous les autres. Eh, mec, j'ai bientôt 30 ans, t'es le premier à sortir Tanky, hein. J'en ai 35. Je fais ce que je veux. Allez, on va commencer peut-être. On va commencer. Donc, quatrième opposition. Le groupe vit bien, bien sûr. Le groupe vit bien, toujours. La quatrième opposition entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors. On commence le 1er juin, c'est ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Dans la nuit de jeudi à vendredi. Il sera 3h du matin à l'Oracle Arena quand on va donner le tip-off. On va commencer tout de suite par une première question un peu générale, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose, un genre de facteur X qui a attiré votre attention sur la série, on va dire opposition directe entre deux joueurs? On va commencer avec Tancred. Factor X, tu veux dire pour les finals? Oui, pas pour les finales de conférence, c'est fini ça. Oui, oui, d'accord. Je pense que le Factor X, ça va être la mobilisation de tous les Cavs, sauf LeBron. En fait, cette équipe des Cavaliers, ce roster des Cavaliers est prétendu moins expérimenté, avec moins de vécu, peut-être moins de capacité, éthique, talent, tout ça. Par Et rapport à ben, qui? Par rapport aux Warriors ou par rapport aux autres années, les Cavs? par rapport aux autres années, oui, D'accord, tout à ok. fait, par rapport aux autres années. Donc voilà, on a tous cru que pour Cleveland, c'est foutu pour cette année, notamment après la trade deadline. Et bah, mine de rien, bah, ils sont encore là. C'est fou, ils sont encore là. Ils y sont même allés à moitié sans Kevin Love pour le dernier match. Mais en fait, c'est soit le facteur X, je pense que ça va être ça, c'est soit les seconds rôles. Là, je vais parler de Tristan Thompson, George Hill, Larry Nance, Clinton, etc. Soit ils sont complètement à l'ouest parce que c'est LeBron qui fait le taf, rien autour, soit ils se mettent dans un genre d'objectif de rien céder. Et là, franchement, ils seraient capables de battre n'importe qui, même dans ces états-là, quoi. Toi, ce que tu attends, c'est un supporting cast qui soit focus sur toute la série et pas un match sur deux, un match sur trois comme ils ont été pendant les playoffs. Absolument, oui, je pense qu'ils sont vraiment. Je me souviens de la finale de 2015 Mhm, où voilà, Love et Irving est blessé. mhm. Et ben, mine de rien, avec Della Vedova et compagnie, ça, ils arrivent quand même à mener 2-1. Ouais, Il y effectivement. a, il y a quand même cette possibilité de. Voilà. Puis après, les Warriors derrière, on sait qu'ils sont un peu dilettants, ils ont tendance à choquer un peu au hasard. Mhm. Ils se mobilisent quand ça les arrange. Je pense qu'ils sont pas à l'abri de ce genre de phénomène-là dans la. Dans la série. Il faut que tu vérifies un peu ta connexion et ton. Ben, ma connexion est bonne, malheureusement. Alors, c'est ta détection de bruit, il faut que tu la revérifies un petit peu. On va passer sur Emile en attendant, qui va nous donner un petit peu son facteur magique. Bah, moi, c'est un peu dans le même sens, mais c'est moins large, je dirais. C'est la faculté des Cavs à être vraiment sérieux, à faire limite un lockdown sur certaines séquences. Pas forcément sur tout un match parce qu'ils n'y arriveront pas déjà. Mhm. Je sais plus, j'ai plus en mémoire le match, mais il y a plusieurs fois dans les playoffs où ils font par exemple une première mi-temps enfin, exceptionnelle, c'est-à-dire bon, en attaque ça rentre pas, mais peu importe. Et en défense, c'est vraiment solide. Mhm. Et derrière, la deuxième mi-temps, ils n'y tiennent pas. Ça, on sait que sur la durée, c'est compliqué, sachant que ceux qui se donnent le plus en défense, pour donner un exemple, c'est Korver, par exemple, Kyle Korver. Donc, Ouais. il est plutôt jeune, donc il ne va pas tenir un match entier.
Et donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment une séquence. Par exemple, comme ils ont fait dans le Game 7, au Game 3, au carton 3, pardon, troisième carton, ils ont serré les vis, Tyronn Lue les a laissés jouer. Pour le coup, il a fait un bon choix tactique. Et ça a payé, parce qu'au final, il se démarque un petit peu. Et c'est ça qui fait la différence dans le Game 7. Donc, et on sait aussi que Golden State, ils font souvent la différence sur un carton. C'est souvent le troisième carton, comme c'était le cas contre Houston au Game 7. Et ça commence par des gros 3 points. Il y a des séquences, Val avait dit sur Twitter, où ça partait en 3 points derrière. Ça défend bien. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que s'ils veulent stopper Golden State, il ne faut pas essayer tout le match. Il faut juste se focus à fond sur les séquences qui peuvent être des game changers, quoi. Une petite séquence avec plus 5, plus 8. Et tout de suite, ça change le momentum et ça peut être vraiment, ça peut faire basculer un match. Donc ne pas se laisser déborder sur l'écart et essayer de jouer les coups à fond. Donc si on sent que Ouais. Golden State est un peu moins bien sur une séquence, aller Ah comme ouais, des bourrins dessus, quoi. dès qu'il y a une petite brèche, il faut y aller à fond. Ouais, Et essayer de lockdown au mieux. sur cette séquence en max, quoi. Enfin, lockdown, les cases, on sait ce que ça veut dire. Oui, non, mais dans la Oui, mesure on du s'est compris. possible. Non, c'est compris, t'inquiète pas. Val. Ouais, bah, moi un peu pareil que tout ce qui a été dit, c'était surtout l'aspect que relevait Emile, plutôt pour les Cavs du coup, parce qu'il y a aussi un facteur X de leur côté. Je pense que ça peut être celui-là, le fait d'être concentré tout le temps et surtout de bien résister au temps fort que va avoir quand ils vont avoir leur petit run là où ils passent des 6 ou 8-0, quand ils reviennent troisième quart-temps, couteau entre les dents à chaque fois. Ouais. Et c'est temps fort de Golden State, pas vriller mentalement, pas être friable pour que Golden State après mette le coup final, mais justement faire un peu le dos rond, essayer quand même de faire de marquer quand il y a des paniers faciles à prendre pour que l'hémorragie soit pas trop grande et pour pas Mm. encaisser un écart hyper important en peu de temps parce que mentalement on sait ce que LeBron vaut mentalement, on sait que c'est lui qui traîne un peu. Mhm. Alors là, on sait pas ce que va donner le reste de l'équipe. Il y a quand même des gars dans l'équipe qui sont assez bleus dans des playoffs et même les plus anciens. On l'a vu Corver l'an dernier, il n'était pas vraiment au niveau. Mhm. Mais voilà, c'est pas tomber trop facilement quand Golden State mettra ses coups de butoir. Et voilà, être concentré. Après, comme disait Emile, hein, prendre ce qu'il y a à prendre en attaque quand Golden State est un peu en dilettante et joue un peu trop à la légère. Les shooters vont avoir une grande part là-dedans. Il va Forcément. falloir que ça tombe dedans quand ça va être ouvert parce que sinon ça va être trop facile pour Golden State. Hein. Ils vont laisser jouer LeBron et tout décharger sur les seconds couteaux qui mettront pas dedans. Mhm. Donc voilà, il va falloir être concentré pour eux du début à la fin et t'as très peu le droit à l'erreur contre Golden State. Faut profiter des rares qu'ils vont faire eux pour accrocher. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok. Moi, je vais prendre le calendrier. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais il est tout à fait taillé pour Cleveland, pour le coup, je trouve. Parce que vous avez à chaque fois 3 jours entre chaque match, sauf entre le Game 3 et le Game 4, mais ce sont les deux matchs qui sont à Cleveland. Donc pour une équipe qui est assez vieillissante, avoir 3 jours de repos entre chaque match, c'est Ouais. forcément mieux. Surtout quand on sait que LeBron, par exemple, va devoir sûrement assurer une grosse partie du scoring. Forcément, si le mec peut se reposer 3 jours entre chaque match, ça permet déjà d'avoir quelque chose qui, sur papier, n'est pas flingué par la fatigue Mm. physique, par exemple. Il aura moins à choisir ses matchs, quoi. Il aura moins à choisir ses matchs, par exemple, et les matchs qu'il a choisis, tu peux t'attendre à ce que ce soit le Ouais, bien feu à sûr. fond. Ouais. Et du coup, c'est quasiment comme ça toute la série. Donc, du coup, c'est plutôt bien pour les Cavs à ce niveau-là. Après, juste, je rejoins, je sais plus, oui, c'est Val sur la gestion d'un match. C'est vrai que le troisième carton de Golden State a souvent été fatal aux adversaires, notamment Houston, par exemple, sur le Game 6 et le Game 7 si je me souviens bien. Euh, le truc, c'est que les Cavs sont pas trop mauvais en troisième carton non plus. Donc, s'ils arrivent à maintenir un écart, on va dire, qui est pas trop grand à la mi-temps, c'est le troisième quart qui va presque tout décider parce qu'il faudra arriver comme des possédés sur le troisième quart. Pour, si jamais il y a justement une vague de pression, pouvoir la Mm. casser tout de suite
et jouer son jeu à fond pendant le troisième quart. On sait que dans le quatrième quart, quand c'est serré justement, Golden State a montré quelques lacunes. C'est pas la première année qu'il montre des lacunes d'ailleurs. Donc il faudra essayer de les amener le plus loin possible avec un écart restreint en faisant très très attention à ce troisième quart-temps. Pour moi, on va dire, c'est Ah oui. le centre du magma. Les deux premiers quart-temps en général, tu te jauges, tu te chauffes un petit peu. Mais s'il y a un écart de 10-20 points, enfin les 20 points plutôt à la mi-temps, bah, tu sais que le match il est cramé. Donc, l'autre équipe a peu de chance de revenir de toute façon. Donc être bien présent sur les troisième quart-temps et puis laisser gérer LeBron. Parce que pour l'instant, en fin de match, LeBron il a plutôt piqué. Ok, on va passer un petit peu aux oppositions directes et les match-up un peu clés. On va reprendre le petit schéma qu'on a développé dans notre preview. Donc on a commencé par parler évidemment de Stephen Curry qui aura George Hill en défense sur lui, probablement relayé par J.R. Smith en fonction des rotations. Donc il y aura probablement du Jordan Clarkson à un moment ou à un autre. Ouais, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et donc il n'y a plus Kyrie Irving cette année. Donc c'est forcément différent pour lui. Il va avoir moins de liberté, pardon, d'action en défense que George Hill, sans être un gros spécialiste de la défense, ça défend quand même plutôt pas mal. Comment est-ce que vous voyez un petit peu cette opposition et à la place de Stephen Curry, comment est-ce que vous allez gérer tout ça? On va commencer par Emile. C'est un peu compliqué à dire puisque au Cavs, on sait pas vraiment. Enfin, on a vu Georgie sur ses playoffs, mais on sait pas vraiment s'il peut step up ou quoi. Donc, c'est pas facile d'évaluer comme ça, alors qu'ils sont pas tant que ça affrontés sur la saison. On parle que du côté défensif sur Curry, hein. Oui, 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 non, George mais Hill, je veux on dire. sait qu'en attaque, c'est tout Ah, ou non, 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 rien. mais je parle. Ouais, 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 bien sûr. Ah, ça, c'est clair et net. Mais déjà, tout dépend aussi des systèmes de Steve Kerr, Mhm. puisque Stephen Curry, il peut être sur un match, sur plusieurs matchs d'ailleurs, il peut marquer à fond, puisqu'il peut tirer d'où il veut à peu près. Et il peut être aussi lockdown par George Hill, auquel cas, enfin lockdown je m'entends, mais auquel cas il peut aussi être utilisé pour faire des leurres et pour plus de shoot pour ses coéquipiers. Bien Donc sûr. c'est là ça va être très compliqué pour George Hill, c'est qu'il va devoir essayer de suivre le plus possible. Et Steph Curry est très mobile, donc c'est une taille vraiment compliquée. Mhm. Après, de là à dire comment ça va se passer entre les deux, c'est très compliqué. Mais tout ce que je peux dire, c'est que George Hill va avoir une tâche très compliquée, ça c'est pas un scoop. Mhm. Mais il peut y arriver sur plusieurs matchs, plusieurs séquences à faire du bon travail. Ok. On le sait. Val, pour toi, est-ce que la mission défensive de George Hill, elle est foupoudave, comme disaient les soldats dans le foot, soldat Ryan, ou est-ce que c'est jouable? C'est jouable, je pense, mais il y arrivera pas tout seul. Dans le sens où si Curry voit qu'il a un peu de mal à attaquer sur Hill, qui je crois est qui me semble quand même avoir des grands segments en défense. S'il a un peu de mal à jouer sur Hill, il va pas hésiter à provoquer les switches pour se retrouver avec des grands sur lui. Contourner le problème Hill comme ça, il l'a fait. Quand il a pris des gars comme Ryan Anderson en ISO, en général, ta défense, elle dure pas 3 secondes. Ouais. Donc, il va Après, c'est Ryan pouvoir. Anderson Moi, aussi. c'est l'extrême opposé, on va Oui. dire. Mais voilà, en gros, s'il a des joueurs qui sont un tantinet moins mobiles que lui, il sait faire les décalages. Enfin, de façon de mettre un tir sur la truffe, mais donc il peut en gros se sortir un peu du marquage de Hill après face à Hill directement. On sait, il aime bien finir quelquefois au cercle, Curry, pour se mettre un peu en rythme, des fois, quand il voit qu'il a du mal avec son shoot. Ouais. Quand dans ces moments-là, les rares moments de doute qu'il aura au tir, faudra à tout prix que Hill soit là, et même les Cavs soient là pour lui barrer l'accès au cercle et lui rendre rien facile. Et après, comme disait Emile, c'est que Curry aime bien, des fois, jouer sur les sorties d'écran, sur des doubles screens qu'il prend en ligne de fond, avec son intérieur, des trucs comme ça. Mhm. Ça va être le boulot de Hill, de Smith, de n'importe qui va se relayer sur Curry, de le suivre du plus près possible parce que je sais pas s'il est vraiment à 100%. Séquence sur la série contre Houston où
quand il court, voilà, évidemment, il n'a pas de problème. Mais sur les appuis, je sais pas s'il est encore totalement à 100% remis sur son appui du genou. Exactement les mêmes espaces qui se créent avant en dribble. Donc, essaye de le coller au plus si t'es George Hill, essaye de vraiment lui rendre la vie impossible sur les écrans, même sur les switches, comme a fait Houston, switcher pour vraiment lui couper le plus possible les transmissions, etc. Et après, t'as plus qu'à prier pour qu'ils te mettent pas quand même le shoot sur la truffe quand t'es dans ses appuis, mais t'as jamais quoi. Donc, tu peux un peu limiter l'impact si t'es ensemble et si t'es concentré du début à la fin. Après, ça reste Stephen Curry, quoi. Ouais, effectivement. Tancred, on sait que un des points faibles en défense des Cavs, c'est plutôt le pick and roll. Justement, dans ce cas de figure, Stephen Curry peut s'en servir, même si les intérieurs des Cavs, enfin, à part Kevin Love, sont plutôt mobiles et sont capables de défendre un petit peu sur lui, on va dire. Euh, Comment est-ce que tu vas contrecarrer ça, par exemple, si tu es l'entraîneur des Cavs? Tout le monde m'entend bien, là ça va? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On sait que le jeu effectivement des Warriors, il va se faire sur des écrans avec ballon, sans ballon, c'est du mouvement perpétuel. Curry est marqué estampillé meneur, mais en soi, on sait très bien que n'importe qui peut rester la balle. Et c'est ce mouvement perpétuel qui effectivement est extrêmement difficile à gérer sur les switches d'écran et tout ça. Alors, pour revenir sur le cas de Curry, euh, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Je trouve que sur les 3 dernières finales, euh, il est un peu moins brillant. On a l'impression qu'il doute un peu, qu'il est plus harcelé, qu'il est emmerdé. Je trouve qu'il s'est complètement liquéfié en 2016. Mhm. Il est vraiment martyrisé psychologiquement. Je pense Ouais. qu'il y a une grosse partie de psychologie parce que justement les Warriors, c'est censé, on le voit tous sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de dire, bon bah écoutez les gars, c'est plié, c'est réglé, Warriors champion, compagnie. Non, 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 il y a une grosse part de psychologie justement autour de ça. Ce qu'il va falloir faire sur Curry, déjà, c'est justement ne pas le laisser prendre confiance. Parce que si Curry, il est en doute dès le départ, s'il se fait harceler, si effectivement ça gère bien sur les sorties d'écran, si c'est même pas, je dirais, c'est même le laisser envoyer une ou deux briques pour, faut espérer qu'il fasse des briques, mais c'est Ouais. même essayer de voir s'il est capable de lui-même se fâcher avec son shoot, euh, comme ça a pu être le cas en 2016 et même en 2015, je l'ai trouvé, il avait du mal, quoi. En Mhm. 2017, c'était autre chose. Donc c'est d'une part le harceler, le faire douter, ne rien, vraiment l'emmerder de posséder la balle, l'emmerder de commencer à faire ses shoots magnifiques, lui montrer que la raquette, ça va pas être simple non plus, évidemment, à l'intérieur. Donc je pense que, curieusement, je pense que Steph Curry, dans ses finales, s'il a quelque chose à prouver, c'est maintenant. Mais justement, si les Cavs ont vraiment quelque chose à faire, c'est le faire douter. Et ça va passer par un relais au niveau défensif sur Curry pour s'assurer qu'il soit toujours en. Parce que si Curry prend feu, en sachant que derrière, il y a aussi Thompson, qui, à mon avis, pour le coup, lui, quand il prend feu, game over, c'est terminé. S'il t'en fout 37 dans un carton, pas de problème. Et Tu vois. derrière, vous avez du Green. Donc, je pense qu'il y a un gros truc à faire sur Curry, sur le jeu, bien sûr, sur la pression à mettre, offensive, et aussi sur le côté psychologique. Si vous faites douter Curry, franchement, moyen, foutiez un peu la merde. Et mine de rien, c'est ce qui a un peu marché. Oui, on voit plus. Non, moi je suis là. Ah, mais ça a coupé, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. J'ai dit si vous arrivez à foutre la merde dans la tête à Steph Curry, ben, vous avez déjà fait quelque chose de pas mal contre les Warriors. C'est sûr. Hmm. Ce qui peut C'est vrai arriver. que, c'est vrai que je sais plus c'était quand, en 2016, ils avaient réussi à le faire sortir de plusieurs matchs, notamment avec des comptes de LeBron sur sa tête. On sait qu'il aime pas trop être bousculé, jouer physique, etc. Donc je pense que au-delà de ce que tu peux lui mettre en opposition en défense, je pense aussi surtout que tu dois le tabasser en attaque. Mhm.
C'est-à-dire, Hmm. je vois bien faire des pick and roll entre George Hill et LeBron, faire des 1-3 et amener Steph Curry à switcher et à se retrouver sur LeBron, tu vois. Ouais. Comme ils Ah, ont fait à Houston avec Harden, ouais. Ouais, c'est ça. Sauf que, évidemment, Harden est plus frêle, etc. et va plus avoir un jeu de meneur que LeBron va juste essayer de le défoncer et de lui faire faire des fautes ouais, surtout. mais c'est confiance, sortir du match. Ouais, c'est ça. Et on Hmm. se souvient le Game 6 justement de 2016 où il balance son protège-dents dans la foule après avoir fait plusieurs petites fautes à la con sur LeBron. Je pense que c'est là surtout que les Cavs doivent aller le chercher pour sa confiance. Parce que le tir, c'est soit là, soit c'est pas là, mais lui, il a quand même un pourcentage assez haut de c'est là. Donc effectivement, ouais, effectivement, George Hill qui sera déjà plus sensu sur lui, ça sera déjà pas mal. Après, les Warriors, évidemment, peuvent toujours forcer un switch, mais à part Kevin Love, les grands intérieurs des Cavs, je pense par exemple à Jeff Green, Tristan Thompson, ça peut être capable de défendre à peu près sur lui. À peu près, évidemment, on s'entend bien. C'est-à-dire c'est moins pire qu'un Aîné Hilario ou quelqu'un qui bouge pas du tout, quoi, par exemple. Mais c'est surtout, je pense, sur l'attaque des Cavs qu'il faut cibler absolument sur lui. C'est pas la question de savoir si c'est un bon défenseur ou un bon défenseur, mais je pense que si tu le tabasses, ça va commencer à l'énerver, à le sortir du match. Il aime pas prendre des coups, donc Mhm. j'irai au physique sur lui, ouais, Si tu arrives à lui faire pleuvoir 2 fautes rapidement en début de match, par exemple. euh, t'as gagné peut-être que 5 minutes de répit, mais t'as Mais gagné. c'est 5 minutes. T'as C'est gagné 5 5 minutes. minutes. Parce 5 que je minutes avec pense pas Curry, clairement que au niveau de shoot auquel il évolue, il est non. déjà douté de son shoot et il doutera plus. Enfin, il a plus douté, mais il Ouais. doutera plus. Et même quand ça rentre pas extérieur, il arrive à faire des décalages pour ses potes. Pardon, pour ses potes qui arrivent à le mettre en confiance tout seul et quand ça lui de briller, il le brille. Donc si tu arrives à l'annihiler pendant 5 minutes, bah tu prends, hein, clairement. Ouais, clairement. Je pense pas que tu fais des prises à deux sur aucun des Warriors en particulier, Bah sauf non. peut-être lui en pénétration. Je Ah pense oui, que bien sûr. s'il part en drive, je suis LeBron, je vais en être tout de suite. Je fais un scrum switch, donc c'est-à-dire un switch ultra rapide, et je laisse LeBron Mhm. le gérer sur le drive, et l'autre va prendre Durant, probablement. Donc Pour essayer de Mais le, attention, parce vraiment pour essayer de que le traumatiser en fait. ouais, ouais. Le but c'est ça. l'an passé, justement, il avait plutôt repris confiance et là, on voyait qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Ça reste un dribbleur exceptionnel, probablement le meilleur dribbleur de la NBA et un des meilleurs de l'histoire. Donc effectivement, quand il prend confiance, qu'il est dans son match et que là, il a envie de s'amuser, on l'a vu l'an passé, même LeBron, il a dansé. Ouais, LeBron tu peux le faire danser, mais tu vas pas le pigeonner 10 fois non plus. Non, pas Tu vas, toujours, tu effectivement. vas le passer, mais il y a quand même plus de fois où il va quand même arriver et il sert de beaucoup d'épouvantail. Tu sais, le nombre de fois où tu vois des gars partir en contre-attaque et ils savent que le LeBron arrive en courant derrière eux Ah, et tu les vois faire un lay-up par exemple trop long. Ça arrive tout le temps. Iguodala. Donc, ah, mais même pas. Boston, c'était ça, hein. On ouais, sentait c'est qu'ils ça. avaient la Ouais. trouille, hein. Tu sens que Sur les les mecs fast ont. break, on sentait, hein. Tu regardes les. Parce que ça n'existe pas dans les highlights malheureusement, mais c'est souvent le cas. Le mec part en contre-attaque et il fait un lay-up trop long. Et quand tu fais un lay-up trop long, c'est que tu as voulu claquer la balle trop vite sur la planche, justement pour éviter le chase down et puis parce que tu as un peu peur qu'il arrive, qu'il te saute dessus. Donc du coup, c'est le genre de truc qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de traumatiser Curry et oui, faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de shoot de loin, si possible. Quand on, quand on parle de chase down, on pense souvent à LeBron. Franchement, regardez si vous arrivez à en trouver. Jordan en faisait pas mal, mine de Oui, rien. bien sûr. Non, À son époque. c'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais Ah non, 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 mais pas du tout. Mais c'est pas LeBron, LeBron il qui l'a En inventé, train, je en pense. train de lancer le débat. M. Non, 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 Jordan. non, stop, non, stop, non, stop, pas stop, du stop, tout. chut, chut, chut. Pas du tout, pas du T'en tout. rien dit. C'est juste LeBron, c'est sa Ça, marque de fabrique et tout, mais c'est Jordan en faisait des sympas en fait. Ouais, J'ai tu remarqué sens, ça. tu sens LeBron, il ralentit exprès, tu vois. Oui, Il guette sa proie et Ah, puis il d'un te coup donne il pression. saute. Il te fait croire que tranquille, Ouais, alors qu'en ouais. fait, non, c'est juste Il pour dit Et t'humilier. non, le vas-y, truc, j'ai c'est j'ai Celui lors de du, Toran pas les Prince jambes. au passage. Ouais, c'est ça. lors du fast break, dès que ça part, dès que ça franchit la ligne médiane, moi je me lève en mode allez, allez, Ça- allez. Et là, tu le vois arriver, tu sais. il se lève, il met sa casquette des Cavs et il gueule. Bonjour. Ouais, c'est ça quoi. Ok, ben justement, en parlant de LeBron James, on va parler de son opposition avec Kevin Durant un petit peu. Alors, est-ce d'abord, première question pour Val, est-ce que tu les vois défendre l'un sur l'autre? euh, bonne question. Eh Je oui. pense que oui. Je pense que ouais, je pense que en fait du côté des Cavs, si LeBron s'occupe pas de KD, qu'il fait.
Moi, je sais. C'est qui? Moi, je pense qu'on n'a pas fait signer Jeff Green pour rien. Alors pas Jeff Green, mais Ah ben, ouais, Non, tu non, peux, mais non, je te donne une piste, hein. non, non, non. Moi, en je gros, pense que ce mec-là, on l'a pas signé pour rien. KD, pardon, rien à voir. Si au game 1, du coup, Love est pas là, ça va être sûrement Green qui sera dans le 5. Mhm. Tu peux avoir du Green ou du LeBron sur KD. Tu peux avoir du KD ou du Draymond Green sur LeBron. Mais enfin voilà, on a quand même envie de voir les deux se défendre l'un sur l'autre, quoi, parce que c'est les deux meilleurs trois du monde et que c'est les deux ailiers un peu stars. Je Euh, pense que LeBron va aller défendre sur Draymond Green et que Jeff Green va se retrouver sur je pense KD qu'ils vont s'éviter un peu et que parce Love que va être au poste 5. Je pense que le 5 de Lou, c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait chier Kevin Love toute l'année à jouer en ouais. 5, c'est pour éviter de se retrouver contre Draymond Green au maximum. Si ça part comme ça, du coup, si t'as du Jeff Green sur du Kevin Durant et du Draymond sur LeBron, quand même un peu plus avantage à KD, quoi. Enfin, c'est plus Bien sûr, facile d'attaquer sur Jeff Green que sur bah, Draymond, mais évidemment. Évidemment, mais le truc c'est que voilà. c'est quand même Après, chiant bon, Jeff Green. Il est grand, hein. Il est grand, il est c'est long. chiant. Après, KD, il vient de se taper une série avec des pitbulls aussi sur lui tour à tour, donc Mais c'est pas il un sait pitbull. gérer. Jeff Green, c'est pas un Non, pitbull. non, mais Pas avec d'envergure. des petits hargneux, enfin des petits. Par rapport à KD, tout le monde est petit, Mm. mais on se comprend. LeBron, Draymond, je pense que il sait, il a pris connaissance de son adversaire depuis un moment, donc il sait déjà comment il va le jouer s'il a Draymond sur lui. Non, pense pas que Draymond va aller sur LeBron. Je pense effectivement que Durant C'est va qui toi du défendre coup? sur LeBron. Je pense que en défense, je pense que LeBron va prendre Draymond pour pouvoir se reposer. Parce qu'il aura besoin, de toute façon. Ouais, ouais. Bah, après le LeBron, s'il a du KD ou du Draymond sur lui, de toute façon, on sait qu'il va jouer enfin, il va jouer le même jeu qu'il joue depuis le début des playoffs. Il est à un niveau où il a rarement été. KD peut, c'est un des rares peut-être à pouvoir le suivre à peu près partout. Impact physiquement, il prend l'impact. Par contre, enfin, clairement, si LeBron décide d'aller en mode Ah, s'il va en drive, et après qu'il passe l'épaule. personne n'ose dire non à LeBron quand il a envie d'aller au panier. Donc, Mhm. faut être suicidaire, mais je pense que le piste que tu dis peut être celle qui va se passer. Après, tu auras quand même des séquences où tu vas te retrouver avec des l'un sur l'autre parce que je pense que les défenses vont tenter quand même de switcher, pas en permanence, mais si ça reste sur le modèle qu'on a vu en finale de conf, on va avoir droit à des switches de partout. Donc tu peux très bien en fait te retrouver avec un 5 de départ où tu dis à ton gars, bah toi tu défends sur LeBron et en fait le gars va défendre sur lui que un quart du match, quoi. LeBron, je pense qu'il va systématiquement aller chercher Stephen Curry, hein, en permanence. Je pense que Durant ou même Draymond, ils vont pas avoir tant l'occasion de défendre en direct sur lui parce que si t'es Écoutez, malin et que t'es LeBron, tu vois où se place par exemple Kevin Durant en défense, tu vas à côté opposé, tu vas de l'autre côté. De l'autre Comme côté, ça, ce sera pareil. Enfin, je pense que KD, s'il peut provoquer un switch pour se prendre devant Ah lui un oui, Corver, un Smith ou ah, quoi, il le fera. oui, mais ça veut dire que de l'autre Donc, côté ça a switché. Donc à ce moment-là, t'auras une c'est autre pour ça. opportunité de l'autre côté qui s'est ouverte. Mais c'est pour ça que en fait, les match purs défense vraiment machin contre machin, je sais pas si ça a C'est pas hyper importance pertinent, comme ça quoi. switch partout, quoi. Donc, C'est ça. Ouais, mais c'est un peu justement, difficile alors. les switches à répétition comme ça, en général, on sait ce que ça provoque, ça a ses limites, c'est que ça crée des opportunités. Et la vision Là, de du coup, LeBron, c'est quand même son gros point fort, entre autres, c'est d'aller chercher le mec sur qui le switch se fait un petit peu en retard, par exemple. Enfin, je dis ça parce que ça peut être une piste pour les Cavs, hein, parce qu'ils vont devoir exploiter tous les petits centimètres qui sont possibles à exploiter, tu vois. Donc je pense que je de pense que base, tu as raison allez, sur le fait que LeBron va chercher à attaquer 80% du temps ah sur ouais, Curry. ah ouais, clair. Bah, de toute façon, je te le dis, si je serais à sa place, c'est ce que je ferais, hein. Je m'emmerde pas. Je pense que on l'a bien vu, même dans les séries d'avant, les Warriors, Harden essayait d'avoir Curry Mhm, fréquemment sur lui, Chris Paul pareil, mais il l'avait plus ou moins naturellement. mhm. Donc il est ciblé parce que c'est celui qui est le plus facile à prendre. Ouais. Après, je pense que de l'autre côté, ça fera pareil, c'est-à-dire que KD va essayer de se caler Corver dans les appuis ou n'importe qui d'autre parce qu'ils peuvent pas l'arrêter. Mhm.
Donc je pense que tu vas avoir une bataille pareille de switch comme ça et essayer de cadrer le maillon faible défensivement de l'autre équipe qui sera sur le terrain à ce moment-là pour essayer de dominer ta match-up direct si tu joues t'as un contre un, quoi. Ouais, effectivement. Tancred, un petit avis par rapport à la défense des Cavs, comment tu défends? Qui tu mets sur qui? Quel est ton 5 de départ, par exemple? En comptant que tout le monde est là. Hein. Oui. Mais c'est là où c'est un peu dingue et où ça promet quand même d'être une finale assez intéressante, c'est que là vous avez vu depuis tout à l'heure, on parle des switches, on parle des sorties d'écran, on parle des duels. On voit très bien à quel point la tâche est quand même extrêmement compliquée. Si tu mettrais LeBron sur Durant, moi c'est la première chose à laquelle je pense parce que forcément ces deux-là, ça va être les deux gros qui doivent s'affronter en face à face, qui se sont vraiment super, enfin qui nous ont offert un très beau duel passé. Mhm. Mais tu sais que LeBron, il faut qu'il aille aussi sur Curry, et puis derrière, tu sais qu'il y a aussi, Thompson. C'est un véritable casse-tête. Évidemment, par automatisme, on se dirait, LeBron, tu le fous sur Durant. Mais ce n'est- maintenant, tu as proposé Jeff Green, Pas pour tout le match, hein, je précise, pas évidemment. pour tout le match, Pas bien pour le money sûr, parce time. qu'il faut des séquences. C'est pas une mauvaise idée du tout. Après, est-ce que Jeff Green, physiquement, est capable de tenir le rythme de Durant? Je sais Bonne question. pas. Mais effectivement, dans les moments chauds, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et ça permettrait justement à LeBron de ne... Souffler. faut savoir que Green, il est grand. C'est justement ce genre de Factor X, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a toujours été ce genre de Factor X extrêmement sous-estimé. Ah oui. Green à OKC, à Boston, c'est un mec qu'on voit pas forcément au premier plan, mais c'est un mec qui clairement, quand il est sur le terrain, il t'apporte, il sait apporter quelque chose, il sait apporter sa taille, son intensité, vraiment son envie. Euh, on sait très bien que c'est un gars qui a été du cœur, qui revient. Ça fait extrêmement plaisir de le revoir en finale d'ailleurs parce que je crois que c'est le premier joueur NBA de ma vie vrai. En plus, c'est un gars absolument. Ah, tu Et coupes. de quoi? Du coup, tu coupes Ah par oui, je coupe. intermittence. Pardon. Je disais que Green, c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'extrêmement dévoué pour le collectif. Mhm. Et je disais entre parenthèses que c'est quelqu'un d'extrêmement charmant qui est d'ailleurs le premier joueur NBA que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai. En vrai, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est justement ce genre de facteur X qui peut, t'as très bien visé, effectivement. C'est ce genre de mec qui, dans les moments intéressants, les moments où il va vraiment falloir faire la différence, il est capable de prendre du rang, mais essentiellement par sa taille et par l'intensité qu'il va mettre sur une courte période. Effectivement, C'est comme tu ça. l'as dit, sur tout le match, ça va pas le faire. Et là, pareil, Durant, là, par contre, lui, je le vois pas choquer. Hein. Parce que Non, lui, mais de toute façon, il va arriver, il va faire le taf. Durant ton éclair, tu peux pas vraiment limiter, c'est un peu le même problème que LeBron. Mais par contre, tu peux essayer de le ralentir, de contrecarrer un peu ses plans, qui marquent un petit peu moins facilement. Et en ce sens, je pense vraiment que l'engagement de Jeff Green était fait pour ça, parce que il est physiquement, c'est un peu le même genre de babiole que Kevin Durant, tu vois, il est un peu il n'est Mhm. pas très épais, il est Ouais. grand, il est quand même assez mobile, il a une bonne détente, il couvre bien l'anneau pour quelqu'un qui va partir au drive. Je dis pas qu'il va pas se prendre un tomard dans la gueule, hein, mais c'est vraiment le profil que les Cavs n'avaient pas l'année passée, par exemple, et qui fait que LeBron a été obligé de défendre sur Kevin Durant la majeure partie du match. Après, t'es dans le money time, c'est plus Jeff Green qui va défendre sur Kevin Durant, par exemple. Ça, clairement. Alors attention, par contre, Kevin Durant, mais ça après, mais Kevin Durant, il a une grosse dimension défensive. Il donnait pas toujours autrefois. Là, par contre, cette année, il faut compter sur lui également en défense. Oui, bien C'est-à-dire que sûr. ça sera pas uniquement essayer de le contenir, ça sera également essayer Éviter. de le gérer, de savoir le dépasser dans les phases défensives. Ouais, c'est pour ça que je pense que LeBron va vraiment fixer sur Curry, va chercher des pick and roll en tête de raquette le plus loin possible de Durant, et si possible, amener la balle du côté opposé au Durant, par exemple. Par exemple. Parce que si Kevin Durant revient
arrive à se rapprocher de LeBron lorsqu'il va faire ses pénétrations. Là, les petites entrées dans la raquette finissent en lay-up, bien contrôlées de LeBron, ils vont pas être aussi faciles que Boston. Plus que KD, c'est plutôt Green qui serait dans ce rôle-là, hein. Draymond Green qui viendrait pour fermer des accès au cercle à LeBron ou quoi sur des drives, hein. Oui, je pense aussi, ouais. C'est Pour une venir option aussi. chercher, peut-être pas des offensives, mais tu vois, de mettre du beefsteak en face. Pour répondre, parce qu'il va voir son pote Curry être pris en 1 contre 1 à chaque fois, il va pas, connaissant un peu le personnage, on sait qu'il va pas rester sans rien faire. Non, Et lui aussi, ça le dérange pas du tout de rentrer dans l'art de qui que ce soit, donc non, c'est il aura clair. le rôle de, pas de rim protector, parce qu'il est pas assez... Bah si, le rim protector des Warriors, on peut dire que c'est lui, hein. C'est lui qui vient déclencher les aides et qui est très bon là-dedans, donc je pense que ce sera plus lui que Durant qui fera ce rôle-là. Non, clairement. Ouais. En tout cas, ce sera intéressant à suivre cette match-up, mais je pense qu'elle sera pas directe, à part dans les fins de match un peu serrées, en espérant que LeBron n'oublie pas que Kevin Durant s'est tiré à 3 points cette année. En tout cas pour les fans des Cavs. Mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Hum, On va parler justement un petit peu de Draymond Green, un petit peu plus en détail, avec l'opposition qu'il attend probablement avec Kevin Love en partie. Émile, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur justement ces joyeuseries? Oui, je peux essayer de le faire. Déjà, Kevin Love, donc, il est pas là au game 1, c'est ça, hein? Pas encore sûr, c'est C'est incertain. pas encore sûr, mais je sais pas si le risque sera pris ou pas. Mhm. Donc, ça déjà, c'est important puisque le game 1, le game 1 était aussi là pour se jauger, tout ça, parce que ils sont pas beaucoup joués sur la saison. Surtout que Kevin Love est pas du tout en confiance. Enfin, il sort d'une saison, bon, tronquée par plein de blessures, pas forcément très bonnes, et des playoffs vraiment très moyens. Il a été à peu près bon contre les Raptors, mais c'est tout. Donc autant dire que contre Draymond Green, ça risque d'être très compliqué. Parce qu'en attaque, évidemment, c'est un gros défenseur Draymond Green, donc il va avoir plus de mal. Comme disait Val, c'est quand même finalement le rim protecteur des Warriors. Donc, à moins que grâce à certains switches ou sur d'autres séquences, il se trouve sur d'autres intérieurs, il pourra faire le travail. Et encore, je pense à des joueurs comme comme Looney, tout ça, Mhm. qui ont fait des bons playoffs et qui, pourquoi pas, peuvent les cadenasser. Donc, en attaque, ça risque d'être compliqué. Et en défense, on a dit, ça risque de jouer sur pas mal de switch, donc du pick and roll. Vu sa mobilité, vu sa défense, ça risque d'être très compliqué aussi. Donc, finalement, Kevin Love va être un peu un factor X sur la série pour moi. Puisque sur le papier, quand on regarde, ça va être compliqué pour lui, ça va être un gros challenge à relever. Parce que c'est pas une match-up favorable pour lui du tout. Donc faut voir comment il va s'en sortir. Là, si je devais donner mon pronostic tout de suite, je pense qu'il va pas s'en sortir contre les Warriors, ça va être compliqué pour lui. Après, il a quand même du talent, il a des mains, c'est un très bon joueur, donc faut voir, il peut s'en sortir aussi, mais de premier abord, comme ça a l'air d'être une match-up très compliqué pour lui. Ok. Val, pour toi, la solution pour Kevin Love, c'est le shoot à 3 points obligatoire, pas de post-up, pas de poste haut, pas de poste bas. Euh, il va falloir quand même qu'il alterne. Qu'il alterne son jeu parce que s'il passe son temps derrière la ligne des 3 points, les Warriors sont pas bêtes et ils vont lire dans son jeu comme un livre ouvert. Se mettre en confiance en jouant au poste contre des gars qui pouvaient jouer en 1 contre 1, on va dire pas facilement, mais où il avait un petit avantage. Alors, je sais pas qui il aura dessus, s'il aura forcément Green sur lui, par rapport au match-up qu'on disait tout à l'heure, qui vont pas mal varier sur des switches ou comme ça. Il peut se retrouver, pourquoi pas, avec parfois du Jordan Bell sur lui, le rookie des Warriors, ou du Looney. S'il a du Looney ou du Jordan Bell sur lui, je vois pas pourquoi il peut pas tenter un post-up, post bas, post haut, n'importe comme tu veux, D'accord. sachant que aussi au poste bas. Donc si tu joues pas tes post-up quand t'es Kevin Love sur un rookie Jordan Bell, même si Jordan Bell est quand même voilà un bon niveau défensif, tu les joueras jamais. Du coup, il va devoir en profiter quand il va être sur des match-ups comme ça. Ce que tu mettais en avant, Steph, dans la preview qui va sortir bientôt sur le site, c'est qu'il a passé 1 an en poste 5 et ça va lui servir pour voilà, recevoir les coups qu'il n'a pas aimé prendre. Bah, il en a pris encore plus cette année pour essayer d'apprendre tout ça. Mais il va falloir qu'il joue
quand l'opportunité se présentera, sur les pick and pop qu'il va pouvoir faire avec LeBron, où il y aura peut-être des erreurs de switch si les Warriors changent. Moment, tu as une mauvaise communication et que le switch te donne une opportunité à 3 points, tu la prends. Des mecs comme Jordan Bell, Looney ou même des Thompson, si tu te retrouves sur Klay Thompson par un switch qui te donne cet avantage-là, il va falloir qu'il le fasse, il va falloir qu'il se fasse mal. Parce que si Kevin Love se fait pas mal et approche pas la vingtaine tous les soirs où il va pouvoir jouer, ça va être encore plus compliqué pour les Cavs, quoi. Ouais, effectivement. Le pick and roll avec Georgie, il fonctionnait très bien aussi, hein. Georgie, Quand, c'est bien le trouver, donc quand Georgie il était rentré là, dans le fameux match contre les Pacers, en toute fin de match, il avait fait 3-4 pick and pop, je pense, avec lui. Et ça avait très très bien fonctionné. Parce que du coup, il y avait un vrai problème pour le heal qui fonçait en profondeur et qui du coup devait être suivi. Et le temps qu'il y ait le replacement défensif, Kevin Love avait armé et avait tiré. Et évidemment, il avait rentré ses shoots, ça aide. D'accord. Mais oui, ce que je disais par rapport à la preview, c'est que effectivement, il a passé une année au poste 5 à prendre des coups de la gueule de tous les gros pivots qui le bouffent physiquement, en taille, en détente, en muscle, en ce que vous voulez. Donc c'est c'est peut-être juste un entraînement pour la finale pour dire ok, t'aimes pas prendre les coups, mais au moins t'as su pendant un an ce que c'était de prendre des coups. Donc quand la Draymond Green va arriver pour te casser la gueule, bah, la différence de température entre ce que t'as connu sur toute la saison et les finales, l'écart sera moins grand. T'aimeras pas encore ça, mais tu seras moins choqué par la différence en fait. Le but, c'était, je pense, ça, c'était de l'habituer à ramasser dans sa gueule. Et puis, effectivement, pouvoir faire un 5 avec Jeff Green, comme je l'ai dit en début de podcast. Tancred, ton avis un petit peu là-dessus, sur la match-up Kevin Love, Draymond Green? Euh, sur le cas Kevin Love, moi ça me Le paraît cas assez simple. Kevin Love. Oui, oui, bon, Non, non, comme c'est ça. ça me dit. Déjà, Kevin Love, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il joue ou pas. On n'a pas vraiment une réponse super définitive pour l'instant. Non, bah, de toute façon, au pire, c'est juste le Game One, hein. Ça sera, on peut Ouais. parler pour toute la Donc, série, on va dire. Kevin Love, c'est un mec qui ne doit pas juste rester à 3 points. Je pense que Kevin Love, c'est quelqu'un qui a un bon shoot à 3 points, effectivement, mais si tu t'en sers que pour ça, tu t'en sers pas bien. C'est un mec qui sait prendre du rebond, qui effectivement sait aller à la castagne. C'est pas un mec soft, c'est quand même quelqu'un qui a tourné en double-double pendant de nombreuses années, notamment. C'est un gars qui sait jouer dos au panier, se retourner, euh, voilà, placer le ballon dans l'arceau, qui sait s'imposer, qui sait reculer. Donc vraiment, effectivement, il faut qu'il varie son jeu. Il ne faut pas qu'il se contente juste d'être unidimensionnel et de prendre la balle dans le coin et de shooter. Mhm. Quand bien même, il sait être extrêmement efficace dans ce cas-là. Draymond Green sur Kevin Love, je sais pas. Je suppose que par le fait qu'il soit probablement au même poste, évidemment que les routes vont se croiser assez souvent. C'est pas sur ce match-up-là que je vais me concentrer souvent. Surtout que Green a tendance à pour le coup, Green est beaucoup plus au large, mais surtout Green, il a même tendance à faire la remontée de balle. Je vois mal Kevin Love poursuivre le gars qui remonte la balle si loin de la raquette, alors que justement, les Cavs vont quand même avoir besoin de lui à l'intérieur. Ah non, non, mais clairement, moi je parlais plus de la match-up, oui. Euh, Sur le il y a match-up, peu de chances que Kevin le Love se match-up en coltine soi, Green en défense. le match-up en soi ne m'a jamais vraiment marqué. Je peux pas dire un truc très concret dessus parce que c'est un match-up qui me paraît c'est un peu ah bah tiens, j'avais oublié qu'il était là ce match-up. Tu vois, c'est pas du tout celui sur lequel on va se concentrer, tellement les deux joueurs ont un style assez différent et dans le match ne se retrouvent pas toujours en face à face. Surtout que après il y a la santé de Love qui joue moins un moment, qui joue un Et autre, oui, extrêmement variable, c'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau des malheureusement. bancs, oui, quelqu'un a quelque chose à dire? Ah, je crois que j'avais Non. interrompu quelqu'un. Au niveau des bancs, où est-ce qu'on en est un petit peu? On va faire un petit tour des effectifs, voir un petit peu qui a l'avantage. On va commencer avec Emile, qui est mort. Donc on va passer sur ça Tancred. coupe, Avec ouais. qui? Les bancs, Allô? C'est un Emile, peu, les c'est bancs. un peu Ouais, coupé. j'entends moyen.
Ah, tu m'entends moyen? Et là, ça va? Moi aussi, C'est ça coupe un bon, peu. c'est bon, c'est bon. Ça frise un peu, c'est pour ça. Donc, est-ce que tu peux me dire les bancs? Tu veux que je te donne les bancs des deux équipes? Pas que tu me les donnes, que tu me dises un petit peu qui a l'avantage entre les deux bancs. Ah, ok, ok. Euh, Bah, pour moi, c'est quand même celui des Cavs, je dirais. Là, comme ça, sans réfléchir spécialement. Puisque la taille des Cavs, ça repose quand même pas mal sur le 3 points, sur le shoot, tout ça. Et dans cet objectif-là, leur banc est fourni dans cet objectif. Après, ça dépend aussi d'une chose, quel 5 va être utilisé par Tyronn Lue. Parce que tu parlais tout à l'heure d'un 5 avec Jeff Green et Kevin Durant pivot. Ça veut donc dire que Kyle Korver sort du banc. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas pour la série contre les Celtics, par exemple. Mhm. Euh, donc ça, pour moi, Si, c'est si. pas surtout. Si, Kyle Korver est sorti du banc. J'ai vu un match où il n'était pas sorti du banc, donc je sais pas. Je vais vérifier. C'était J.R. Smith qui était. C'était Thompson, Kevin Love. Tu Non, sur Games. avais. Ouais, ok. Ah oui, oui, attends pour moi. Oui, je fais la moyenne. Je fais la J'ai moyenne. confondu les deux, excuse-moi, excuse-moi. Non, pas de souci. Oui. Donc oui, en effet, c'est Gérard qui sortait du banc, excuse-moi. Mais au Non, final, c'est ça change Korver qui rien au sortait du fait. banc. C'est Korver qui sortait du banc. Attends, qu'est-ce que je dis? Tu viens de me dire que J.R. Smith sortait du banc. Donc Korver, il est sur le banc. Oui, voilà, oui, Corver était sur le banc. Le garçon est Je perdu. suis. On sait pas ce Je vais Ouais, qu'il je fait arriver, je chez vais y lui. arriver, suis un t'inquiète digital. pas. Il est en train de te faire On dirait kidnapper. Tyronn Lue, là, on y va. Sur un temps mort. Oui, donc, si Corver est sur le banc, ça change quand même pas mal de choses à la qualité du banc des Cavs. Puisque il va se retrouver sur des match-ups, ça dépend évidemment des séquences où il sera utilisé, mais il aura peut-être des match-ups plus intéressantes pour lui. Et on sait que quand Corver est en confiance, ça peut faire ficelle plusieurs fois et ça peut être tout bon pour les Cavs. Après, par exemple, sur le Game 7 contre les Celtics, il n'y a que 3 joueurs qui ont été utilisés sur le banc, et c'est les principaux souvent les mêmes. Donc, tu as Nance, Ouais. t'aurais du coup Thompson de temps à autre qui pourrait sortir en fonction du 5 à utiliser. Mhm. T'as Clarkson évidemment, puisqu'il faut un meneur remplaçant. Mhm. C'est les principaux qui sortiront du banc. Probablement. Clarkson, je sais pas si on peut vraiment compter sur lui, puisqu'il a pas fait. Enfin, c'est pas qu'il a pas fait ses preuves, mais il rentre pas vraiment de 3 points. Playmaker, c'est pas trop ça. Bon, on va pas vraiment compter sur lui. Mhm. Corver, c'est une grosse arme. Une grosse arme. Gérard, si c'est lui qui est sur le banc, c'en est une également. Et Nance ou Thompson ou Green, s'ils sont sur le banc, c'en a une aussi en fonction des séquences sur lesquelles les adversaires sur lesquels ils vont avoir, ceux Mhm. qui vont tomber. Par exemple, s'ils sont sur Looney, Bell, tout ça qui sont encore jeunes, Thompson peut, même si c'est pas forcément un excellent joueur, à l'expérience, jouer son coup, faire du double-double, ce qu'il faut. Ouais. À côté de ça, le banc des Warriors, c'est totalement différent. Autant il y a quelques années, Strength in Numbers, c'était leur arme, entre guillemets, avec tous leurs bons joueurs qui sortaient du banc. Maintenant, tu as Livingston, Quinn Cook, bon, c'est pas forcément extraordinaire. À l'intérieur, c'est Looney, Bell, Pachulia Magui, et encore, ça joue pas beaucoup, beaucoup. C'est pas des grosses armes. T'as Nick Young, qui peut avoir un rôle très intéressant, puisqu'évidemment, ça tire à 3 points un peu à la Gérard, on va dire. Mhm. Avec, il essaie de s'appliquer en défense. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément un bon défenseur, un très bon défenseur, mais il se donne Essaye. et il essaye quoi. Donc, mieux vaut essayer et ne pas réussir que rien faire du tout. C'est beau ce que tu dis. Donc, voilà. Phrase, putain, c'est beau ça. Je vais m'en faire ça un t-shirt. Ça, c'est le petit plus, le petit plus. Mais c'est deux bancs différents. Mais je dirais, dans le besoin des deux équipes, le banc des Cavs est plus intéressant. Après, si Tyronn Lue décide d'utiliser que 2 joueurs ou 3 joueurs de son banc, évidemment, il aura moins d'impact probablement que le banc des Warriors. Donc, voilà. Effectivement. Val, un petit avis sur le banc? Ouais, alors pour le coup, le banc des Warriors, ça va dépendre aussi pas mal de la présence ou non, plus ou moins rapidement, de Iguodala. Iguodala, ouais, bien sûr. Alors, il est absent, à ce que j'ai compris, il est absent, c'est sûr, pour C'est le sûr. premier. Game 1, c'est Et, sûr. Réévalué pour le game et il 2. a dit que, ouais, voilà, il a dit que pour le game 2, c'était en bonne voie, mais que ça prenait plus de temps. Dans tous les cas, de toute façon, à un moment, il reviendra. Parce qu'avec Iguodala, le banc a pas vraiment la même tête, parce que ça te rapporte quand même en plus qui est pas négligeable dans le jeu des Warriors.
Iguodala, ça t'apporte voilà, expérience, défense, on le sait. Il joue beaucoup, du coup, en l'absence d'Iguodala, il joue principalement avec ces 3 rotations qui sont Livingston, Looney et Jordan Bell, considérant que Durant, Thompson et Curry, du coup, squattent pas mal de terrain. Mhm. Il y a plus de rotation à l'intérieur qu'à l'extérieur, et du coup, on revient au problème qu'on disait tout à l'heure. Enfin, au problème dont peut profiter les Cavs, c'est que si tu fais tomber des fautes rapidement à un des 3 extérieurs, bénéf pour toi parce qu'ils n'ont pas non plus une profondeur de banc sur l'extérieur Mhm. qui est C'est hyper ouf. importante. Du coup, pour les Cavaliers, d'autant plus bénéfique. Après, le banc est peut-être moins fourni que les années précédentes côté Warriors, mais quand même une alchimie qui est quand même assez stable. Dans leur bon jour, en fait. Quand ils sont, pas dans leur bon jour, quand ils sont concentrés, on va dire que t'as jamais vraiment de second unit qui est totalement sur le terrain laissé en roue libre, parce que t'as toujours un des quatre, pardon, qui est avec eux sur le terrain. Mhm. De toute façon, en plus, quand tu l'as sur le terrain, tu sais que ça tient bien la baraque, ça fait son boulot, ça met ses shoots mi-distance et en défense, c'est assez long pour t'emmerder. Ouais, clairement, il est moins fort que les années précédentes, mais on va dire qu'il fait le taf sans plus. C'est un peu pareil à double tranchant, ça dépend comment ils rentrent dans leur match, s'ils rentrent bien ou pas. Mhm. Il y a quand même des interrogations, pour le coup, de gens dont on connaît pas le niveau En finale NBA. voilà, en finale. Clarkson et Larry Nance. J'en parlais, c'est toi qui m'en parlais, Stuff. De Boston, Larry Nance, le danger, c'est qu'il soit Chien fou. un peu trop foufou, qu'il prenne 3 fautes en 3 minutes. C'est ce qu'il a fait à Et Boston. voilà, et déjà que t'as pas beaucoup de rotation non plus en nombre, autant en qualité qu'en nombre, ça t'enlève quand même quelques minutes, peut-être même si c'est 6 ou 8 minutes, ça t'enlève une rotation en plus. Ah ben On serait là, Kendrick Perkins, quoi. si en plus t'as Love qui est pas là pour le game Ouais, 1 voilà, et c'est que quoi ça? Nance rentre et qui fait 3 fautes, plus personne à mettre à l'intérieur. Alors Et après, du coup, Zizic. je sais pas ce qu'il en est des rotations que tu as avec Calderon et Alamen et George Hill. Est-ce qu'il va... C'est pas prévu qu'il fasse jouer Calderon, j'ai l'impression, parce qu'il a pas joué des PO, donc C'est Mm. pour à ça que part du contre coup, l'épaisseur, ça. Calderon et Hood s'est tombé un peu aux oubliettes, tout ça. Donc au final, la Pierrot, j'ai rotation oublié. d'un côté se fait un peu à 8 joueurs, on va dire. T'as le 5 majeur et t'as 3 joueurs du banc. Mhm. Voilà, est-ce que c'est Smith ou Corver qui sort du banc? Eux, leur rôle, c'est d'apporter des points quand il y en a besoin, de rentrer leur tir. En fait, c'est un peu un relais perpétuel entre les deux, quoi. Ils rentrent pour faire le même boulot l'un que l'autre. Et après, voilà, t'as les Jackson et Nance qui peuvent soit t'apporter un coup de boost dans un momentum qui serait cool, tu vois, genre une bonne aide défensive de Nance qui fait péter un truc de LeBron, enfin, ça peut toujours te servir. Mais t'as aussi le versant opposé qui est que ça peut imploser devant l'événement, devant la pression, etc. Je pense que Hood va avoir des minutes. Je Et pense qu'il va l'essayer. ça peut que se tenter, quoi. Si tu tentes pas en finale NBA, de toute façon, après. Parce qu'en en défense, il est très mobile, il doit être très chiant à jouer pour quelqu'un, pour un Klay Thompson par exemple, il doit être assez casse-couillé. Et alors en attaque, le problème c'est il avait très bien démarré en prenant des shoots mi-distance, un peu de shoot à 3 points, parce qu'il n'avait pas des pourcentages immondes. Mais il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé, on a certainement dû lui dire écoute, il faut que tu attaques le cercle tout le temps. Et donc du coup, il a forcé comme un malade et il a tout foutu à côté. Donc il s'est un peu tiré une balle dans le pied aussi en refusant de monter au jeu, je sais plus quand. Un blowout, je crois, match 6 d'épaisseur ou quelque chose du genre, ou contre les Raptors. Donc à voir, mais je serai loup, j'essaierai. Et par contre, Calderon, ouais, j'essaierai aussi, par exemple. Sur, quand t'es vraiment sur le fond du banc, par exemple, des Warriors, si tu sens que Clarkson est nulle part, il faut pas forcer dessus. Faut pas forcer dessus parce que ben voilà, c'est qu'il a pas les nerfs pour le faire. Il avait déjà pas les nerfs en demi-finale de conf ni en finale de conf. Lou, il a eu l'intelligence, enfin l'intelligence, c'est toujours compliqué avec lui. Il a eu le bon réflexe, on va dire, de le sortir tout de suite au Game 7, par exemple, contre Boston en deuxième mi-temps, et de pas forcer dessus.
D'habitude, il l'aurait fait jouer, je sais pas, 5-6 minutes. Là, il a fait vraiment jouer 2 minutes, 2 minutes 30, et puis il l'a dégagé tout de suite, qui fait que t'as pas eu d'écart qui s'est creusé et t'as poursuivi euh, ta bonne progression pendant le troisième quart-temps. Donc, j'espère qu'il refera ce genre de choses. Et donc, ouais, je tenterai Calderon parce que bah, c'est un mec qui joue propre, simple, qui peut défendre sur un meneur pas trop compliqué. Pas sur Stephen Curry, mais sur un truc pas trop compliqué. Et qui peut peut-être mettre un ou deux à 3 points de temps en temps. Donc, j'essaierai un petit peu. Et pareil, on n'a pas, enfin, je l'ai oublié aussi dans la rotation, mais du coup, si tu pars avec un 5 majeur où tes deux, c'est LeBron, Jeff Green, Kevin Love, Ouais. t'as Tristan Thompson qui va sortir du Ah Mhm. banc. oui, c'est clair. Thompson, il faut le mettre que s'ils font rentrer Pachulia ou. Lui, il va falloir qu'il apporte dans un registre un peu, enfin, c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais un peu ce qu'a pu apporter Capella à Houston. Hmm, C'est-à-dire que lui, son énergie qu'il a au rebond, il va falloir qu'il l'ait à chaque fois qu'il rentre à 200%, c'est ça. parce que c'est des points que peuvent laisser les Warriors, les rebonds off, et demander aux fans des Rockets, les points de rebond off de Capella, ils sont toujours bons à prendre, parce que même sur un match, ça te fait 6-8 points, bah, contre les Warriors, tu les prends. Et pareil, sur pick and roll, va falloir qu'il soit hyper disponible quand il va les jouer avec des LeBron, avec des Georgie, etc. Donc dans les minutes qu'il va avoir, si c'est en sortie de banc, va falloir qu'il soit à 200% parce que c'est un facteur X qu'il faut pas oublier côté Cleveland, quoi. Non, non, c'est clair. Et je pense que pour finir les matchs, comme je t'avais dit, je mets LeBron sur Durant dans le Money Time, peut-être même avant. Du coup, à ce moment-là, Thompson peut rentrer, justement pour aller rechercher ses deuxièmes chances et mettre un peu de protection de cercle, on va dire, un peu plus grande. Et remettre Love en Tu 4 et disais, refaire ton 5 en fait, qui a le plus d'expérience en PO, quoi. tu disais aussi par rapport à Curry, c'est-à-dire de l'attendre au cercle et de Ouais, c'est ça. pouvoir mettre des taquets quand il faudra les mettre, quoi. D'aller le diriger sur Thompson et faire une aide avec LeBron, par exemple. Bon, on va pas faire la bataille des coachs. On va juste demander à Tancred. Tancred, t'as pas donné ton avis sur les bancs, je crois. Non, pas encore. Oui, ben, je suis un peu surpris quand même qu'on se mette en tête que le banc des Cavs est meilleur. Je pense que c'est un argument qui se vaut malgré tout, mais je pense juste que le roster des Cavs se contente de LeBron qui est 18 ou 19 galaxies au-dessus du reste, Mhm. et le reste plutôt un groupe plutôt homogène, c'est un groupe assez équilibré. Il n'y a pas des gros joueurs et des joueurs moins bons, effectivement. Il y a un effectif qui est capable de tourner avec plus ou moins de succès, effectivement. Tristan Thompson, comprends pas toute cette rage qu'il y a sur Tristan Thompson. Je trouve qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il n'est pas facile à bouger, hein. Il est vraiment difficile à bouger. Ouais, puis Larry Nance, il a alors été utile. après tout dépend, effectivement, on l'a dit, tout dépend du 5 de Lou qui a tendance à changer. Des fois il met Green, des fois il met pas. Après il y aura Clarkson, Larry Nance, etc. Je pense qu'il y a de bons éléments dans ce groupe et comme je le dis, le facteur X des Cavs, ça va être ces role players qui vont être capables de tourner sur le terrain, de harceler les Warriors, de mettre. Faudra y aller à l'esprit, hein. Il va y avoir une guerre psychologique dans Ah, cette ça c'est série. clair. Et, euh, et je pense que ça se verra dès le Game 1 d'ailleurs. Je pense que on va voir très très rapidement comment ça va se passer le reste de la série après le Game 1. Par contre, à Golden State, Mhm. David West, c'est pas du caca. Même Nick ça joue peu. Young, c'est pas du caca. Oui, ça joue. Évidemment, ça joue peu parce que c'est pas le même modèle en fait. Les Cavs vont beaucoup plus tourner, alors que les Warriors, Pas vraiment, je suis forcément, pas ils ont un spécialement banc d'accord. qui pourrait peut-être moins tourner. Par contre, alors après, titulaire ou pas titulaire, parce que ça peut varier, Javal McGee. Javal McGee, que ça soit sur le terrain, sur le 5 de départ, et puis après, on sait très bien que ça va être le 5 un petit peu plus petit qui va arriver, mais Javal McGee, monstrueux. Là, pareil, on a tous changé d'avis sur Javal McGee, on se fout tous de sa gueule. Non, non, Arrêtez, les il a gars. pas bougé. Juste monstrueux. Oui, non, On va, je on va parle que pas te de. dire Tes propres n'engagent que toi. Non, non, je ne T'es tout parle pas seul de sur ton QI île. basket. plus que monstrueux, Je quand même. je ne parle pas de QI basket, qui est
Nous sommes tous très éclairés, nous ne sommes pas les immondes trolls de Twitter. Macao Looney, ça va apporter quelque chose. Livingstone, on sait Mako, très attends, bien ce qu'il peut apporter. il revient d'un truc aussi. Il va jouer 1000 par Pas match. trop en attente de lui. Hein. Non, puis surtout que Non, je ne dis pas qu'il faut trop en attendre, mais ils sauront éventuellement se mettre en valeur. C'est des joueurs qui savent le faire, qui savent prendre des responsabilités derrière. Évidemment, il faudra attendre André Iguodala avec impatience. Éventuellement, le fait que Kevin Love soit pas là permettra de compenser l'absence d'André Iguodala dans les rotations. Voilà, et bon après, ça va être des joueurs effectivement un peu moins connus comme Boucher ou Bell, pour peu qu'ils jouent évidemment. Mais je trouve que le banc des Warriors, il est quand même assez dangereux. Il y a Livingston et Iguodala qui arrivent derrière. Peut y avoir Magui ou Zaza. Faut pas non plus se dire que le banc des Warriors sera automatiquement moins en phase que celui de Cleveland. Mais c'est vrai que celui de Cleveland, il y a plus de profondeur. Mais Enfin, Golden State, il y a plus de talent. De toute façon, cette série, Équilibré, on c'est va assez dire. bête. Hein. Ouais. Collectivement, les Cavs sont capables d'avoir un ascendant psychologique sur les Warriors, c'est clair et net. Par contre, individuellement, c'est du 5 contre 1. Là. Les Warriors sont complètement au-dessus au niveau du talent individuel. Bon, au niveau du talent Voilà. en fait, collectif aussi, tu sais. Je suis pas aussi serein pour les Cavs face ah oui, aux Moi moi non c'est Warriors, plus. clair. Hein. quand même, hein. Je vais pas dire que je suis serein pour les Cavs. Je pense que Golden State, ils ont des failles mentales qui sont complètement exploitables. Je pense qu'ils en ont plus beaucoup depuis un an, quand même. Ils en Les ont mecs, moins, évidemment, ils même en ont si moins. Curry est Mais mental, je veux ils en dire, ont t'as quand même toujours. Curry tout ça, bon. Après, je sais pas si on va faire nos pronostics là, à la Bien fin sûr que oui, de cette émission. Ah, Ah bon bah, alors évidemment. je réserve pour la fin alors. Ah, il se réserve pour le bouquet mais quoi qu'il final. arrive, la bataille des bancs, elle est un peu dure à pronostiquer, puisque ça dépend des 5 qui vont être utilisés. Ouais, Si les exactement. Warriors restent sur leur idée de mettre Looney en attendant Iguodala, et pourquoi pas même garder Iguodala sur le banc, ça change quand même pas mal de choses. Parce que ça peut influer sur la volonté de Lou de mettre par exemple Love en pivot, Green en titulaire ou Thompson. Et du coup, ça change un peu tout. En Et, Si fait, Thompson est et ce titulaire, qu'on voilà. ce qu'on remarque en fin de série, des finales, même des playoffs un peu en général, les rotations se resserrent, se resserrent, se resserrent bien au sûr. fur et à mesure de la série. LeBron, 48 minutes contre Celtic, je pense que. Hein, hein, voilà. Non mais là c'était Osef quoi, vas-y, vous savez quoi, je vais le faire jouer 48 minutes et ça va passer, Lou, rien à foutre. il a Ça quand même passe. il a quand même pris un temps mort juste derrière celui de Brad Stevens pour qu'il puisse souffler complet, quoi. D'ailleurs, c'était pas mal joué, ça, d'ailleurs. Euh, Ce qu'il y a de bien avec le banc des Cavs, c'est que la différence entre les joueurs qui rentrent et les joueurs qui sont sur le terrain est pas énorme. C'est-à-dire que tu peux interchanger un petit peu tout ce Voilà. que tu veux Mm. et Gérard que Porter. Exactement. tu sors pas des mecs qui sont capables de te mettre 20 points pour un mec qui va t'en mettre 3. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près capable de mettre 10 points. Comme tout le monde est capable de t'en mettre 0. Donc c'est une arme à double tranchant évidemment. C'est ce qui fait la différence pour moi avec Golden State qui certes a un banc de qualité, mais quand tu vois les titulaires au niveau scoring de Golden State par rapport à ce qui rentre derrière, bah, tu sais que ça va moins 75%. marquer. Donc tu es obligé d'équilibrer avec des titulaires beaucoup plus que par exemple les Cavs. Mhm. Tant que tu as LeBron sur le C'est ce que je terrain, disais, le banc des Cavs est plus complémentaire c'est ça. à leurs besoins, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tant que tu as LeBron sur le terrain, tu sais que la machine peut plus ou moins tourner. Mhm. Peu importe les 4 kikis qui sont avec lui, tu sais que ça va plus ou moins se goupiller de la même façon. Par Mhm, contre, c'est ça. Golden State, tu peux avoir des vrais trous d'air à cause de ça, ou alors tu es obligé d'équilibrer et du coup tu fais plus jouer tes titulaires. Si Ouais, par presque. malchance, tu as des titulaires qui sont en problème de faute, en problème d'adresse, en problème de, je sais pas, autre chose, ça peut poser problème très vite. Voilà. Moi, mon avis sur les bancs, il est là. C'est-à-dire que c'est un peu tout ou rien, et c'est un peu tout et rien des deux côtés. Donc Mhm. pendant la saison régulière, le banc des Cavs a été très très bon. En PO, bah, tu sens que c'était beaucoup moins bon. Mais les titulaires étaient moins bons aussi. Donc il y a des mecs qui sont sortis du banc qui ont fait un taf extraordinaire tout de suite. T'as Tristan Thompson, avant qu'il soit titularisé, il a fait 2-3 rentrées qui étaient vraiment bien. George Hill, on en parlait tantôt, fin de match, je crois que c'est le Game 7 hein, contre les Pacers. Il rentre, le mec fait 12 points, c'était parfait avec du pick and roll et tout, c'était nickel. Mhm. Donc, tu vois, il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas maîtriser. C'est vraiment, tu fais rentrer un gars et tu croises les doigts. Voilà, c'est un peu ça. Bah oui.
Non, mais c'est ça, faut se dire faut croiser les doigts pour qu'ils soient dans un bon jour, quoi. Parce que si par exemple Corver te rend pas ses shoots et Gérard non plus, bah Voilà, le truc déjà, c'est ça devient compliqué, quoi. c'est là où Lou doit être malin, c'est qu'il peut pas forcer sur un mec. S'il Ah voit oui, oui. que Gérard il en met pas trop, il en met il commence à du 1 sur 4 ou un truc du genre, bah, tu sais que ces minutes, il va falloir les grappiller sur quelqu'un d'autre. Parce que oui, il peut te servir en défense, mais en attendant, derrière, en attaque, c'est un trou d'air monumental. Et tu peux pas te permettre d'avoir des mecs qui sont en 1 sur 10 ou j'en sais rien. C'est clair. À la Terry Rozier, regarde, demander aux mecs de Boston, Terry Rozier et Jalen Brown en cumulé, ben, ça leur fait perdre le match, tout simplement. Alors c'est vrai que t'avais pas de solution derrière Terry Rozier, ils ont plein de blessés et tout, je dis pas le contraire, mais forcer c'est sur des joueurs ou ne pas prendre un temps mort en leur disant toi t'arrêtes, t'arrêtes de shooter, je veux plus te voir où tu prends des layups ou je te casse les mains, ben forcément tu te retrouves avec des problèmes plus chiants à gérer. Et c'est ça que les Cavs ont sur le banc, c'est cette faculté à pouvoir interchanger les mecs sans que ça altère profondément le fonctionnement de l'équipe en fait. Pour moi c'est un avantage, mais encore une fois, la vérité du Après, terrain est souvent autre. ouais. Ce que disait Kerr aussi sur son banc, parce qu'on lui avait fait la remarque, sur leur banc, les Warriors avaient, je crois qu'ils ont 3 ou 4 pivots de joueurs qui peuvent jouer sur les postes arrière. Il disait, mais de toute façon, même si j'avais un bon ailier en plus de Iguodala, est-ce qu'il jouerait? Ah oui, clairement. Avec son Mais Curry, Thompson, Durant, Iguodala, il perd jamais, on va dire, son apport offensif, parce qu'en fait, même si les trois sont pas dans un bon jour offensivement, bah, ils ont leur jeu d'écran qui revient, et ils arrivent toujours à grappiller des trucs comme ça. ouais, mais si, c'est parce qu'il a pas le cas. Tu vois, s'il avait un vrai bon joueur de banc à l'aile, par exemple, il pourrait faire un genre d'ultra small ball pendant des séances de 3 4 minutes et arroser comme des porcs. Oui. Tu vois. Après, là, c'est ce qu'il On le disait, sait pas ben, tant qu'on, on le sait pas avec tant qu'on n'a pas l'effectif, le gars. avec l'effectif qu'il a là, tu vois, en gros, il disait, j'ai pas besoin d'avoir ce type de joueur. Et pour le trop plein d'intérieur qu'il avait, ou est-ce que j'avais entendu ou lu ça, principe qu'il fera jouer entre Looney, Zaza, McGee et West, il fera jouer celui qui a donné le plus satisfaction pour l'instant sur les playoffs. Et quand il a donné sa chance à Looney, Looney a été plutôt bon. Du coup, c'est pour ça que c'est lui qui prend les minutes, du coup, en relais Même Belle. du gars qui sort. Et Bell aussi qui prend du coup le relais, lui, des fois de Green ou qui joue en complément de Green en 5. Mais pour l'instant, du coup, il a fait son choix sur Looney. Si il voit que Looney lui donne pas satisfaction sur le game 1-2, qui fait rentrer McGee, qui voit que c'est McGee qui colle, bah, il le foutra et il mettra Looney sur le banc pendant 4 matchs s'il faut. Mm. Donc en fait, il joue un peu avec ça, il arrive à composer avec ses, on va dire, ses 3-4 joueurs de banc. Ouais. Il faut Ouais, mais compter dans le 5, hein, parce ça que fait quand même que en finale, t'as pas l'occasion de faire beaucoup de tests non plus, hein. Tu peux pas te permettre de dire bon ben ce match-là, tant pis, je l'ai raté parce que Looney, il avait mangé des tapas, trop épicé, qui s'est fait dessus quoi, clair. tu vois. Mm. Bah, après, il y a aussi ce côté-là. Enfin, il a été pas mal décrié des fois. Enfin, décrié, c'est un grand mot. Il a été plutôt remis en question parce que des Testé. fois, il fait des rotations un peu Un peu chelou. bizarres, Kerr, Ouais. sur les trucs qu'il a fait là, sur les matchs qu'il a fait récemment. Des fois, il commence son deuxième quart-temps, il met Curry et Durant sur le banc. 2 minutes après, il enlève Thompson. Tu comprends pas trop pourquoi. Il tente des choses un peu bizarres. Match, du coup, le match 7, il a plutôt bien géré parce que bah, il savait comment gagner, hein, en faisant jouer son trio plus de 40 minutes. Mhm. Du coup, voilà, il aura pas non plus, faudra pas qu'il fasse les mêmes conneries en finale. Si Cleveland est à l'affût, il le paiera parce que Ouais, c'est à clair. ce niveau-là, mais il va falloir va falloir qu'il fasse gaffe aussi, même si, voilà, comme tu disais, la bataille du coaching, purement techniquement, elle n'existe pas, mais bon, faut toujours Oui, faire attention à ce sur le niveau-là. papier, ça n'existe pas. Maintenant, en effet, il faut jamais oublier que ça reste les 5 mecs sur le terrain qui décident de l'issue d'une rencontre. Évidemment que le coaching a son importance, tu fais ton game plan, etc. Même si ici les équipes encore une fois se connaissent par cœur, donc bah, ta routine tu la connais un petit peu. Tu as juste tes rotations et tu pries pour que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un mec qui se prenne 3 fautes en 2 secondes, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, ici, oui, c'est prendre tes temps morts pour casser les tempos, ce genre de choses. Donc, t'as plus vraiment une grosse importance au niveau du coaching, je trouve, dans ce cas de figure-là. C'est plus ne pas faire des conneries, qui est vraiment Ah ouais, important. voilà, c'est une expression que j'avais lue il y a longtemps. T'es plus un réducteur d'incertitude C'est ça.
Oui, c'est comme quand tu construis. que vraiment un impactant, on va dire. C'est comme quand tu construis tes systèmes offensifs et défensifs. Ton but, c'est de favoriser un shoot facile, mais c'est pas de te le garantir. Un système, ça garantit pas un shoot ouvert. Ça te crée normalement plusieurs possibilités au cours de ton système d'avoir un truc qui est facile à faire. De même en défense, c'est censé réduire les capacités de l'attaque à évoluer de manière fluide. Mais on le dit souvent, good defense but better offense. Ça n'a pas été inventé pour rien. Donc tu vois, c'est pour moi le truc de loup, pour moi, il est vraiment là, c'est de faire le moins de conneries possible. Je lui demande pas de faire des éclairs de génie, j'attends pas ça de lui depuis 2016. Mais voilà, la deuxième mi-temps de Boston, par exemple, voilà, c'est un truc que je retiendrai, Mm. par exemple, sur le coaching de Lou pour ses détracteurs. Franchement, regardez-la si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la faire. C'est bien fait. Et c'est pourtant, c'est très con, c'est du bon sens même, hein. Vous avez deux joueurs qui jouent comme des tiches, vous les prenez, vous les sortez. Au bout de 2 minutes, au lieu de les laisser 5 minutes sur le terrain et de prendre une volée. Vous avez votre joueur phare qui doit tenir tout le match, qui a déjà joué, je sais pas à ce moment-là, 40 minutes. Il y a un temps mort de Brad Stevens qui tombe. Ben, vous en reprenez un juste derrière pour être sûr qu'il souffle à mort et qu'il soit prêt pour les 5 dernières minutes en money time. Et on voit comment Gérard, putain, lapsus, comment LeBron a géré la fin de match du C'est Game 7. révélateur. Le mec, il est en contrôle total, il fait ce qu'il veut et il gère toutes les possessions nickel. Parce que tu lui as permis d'avoir la tête froide et de souffler. Donc tu vois, Il ça va pas t'empêche. devoir se louper là-dessus, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et pourtant, Sur c'est les des temps trucs morts, les vraiment prises très de cons. temps morts, C'est l'avantage du banc très des con, Cavs, mais c'est qu'il doit pas trop réfléchir, parce que tous les mecs sont interchangeables. Donc t'as un mec qui est pas bon, tu le fais sortir, c'est tout. dans cet aspect-là et aussi dans l'aspect du coup de ce que tu disais, savoir prendre les bons temps morts, et ça rebondit avec moi ce que j'avais du coup en facteur déterminant pour la série. Quand je disais qu'il fallait que les Cavs, dans les coups de tempête des Warriors, bah, n'encaissent pas tout dans la gueule pour écrouler, bah, Lou il va devoir intervenir là, c'est-à-dire que quand il voit que le run pointe le bout de son nez ou qu'il est déjà à 2-3 paniers encaissés, bah, tu prends temps mort direct C'est et ça. pas laisser couler parce qu'il y a trop de coachs qui ont laissé couler un run en disant de toute façon c'est pas grave, Surtout, je peux pas prendre temps mort maintenant parce que c'est trop tôt. Bah non, parce qu'en fait, un run des Warriors, ça peut te tuer ton match. en fait, Donc, souvent les coachs ont peur, j'ai l'impression d'avoir l'air con en fin de match et de se retrouver sans temps mort, tu vois, par exemple. Mais le coup ici, c'est que, enfin, sauf miracle, je pense pas que les décisions vont se faire dans les dernières minutes du match. Donc justement, c'est important de bien gérer, par exemple, dans les troisième quart-temps, quand les Warriors en général prennent feu, ben, c'est de se dire, alors après, il faut voir les 3-4 paniers d'affilée, il faut voir les paniers. Effectivement, si un mec passe en drive et que tout le monde le regarde et qu'il va poser son petit layup tranquille en faisant un sourire pour les caméras, oui, là, il faut prendre temps mort. Maintenant, si c'est une grosse défense et que le mec prend un shoot pas possible et que c'est le troisième qui rentre, ben, oui, là, tu peux réfléchir, est-ce que je prends temps mort ou est-ce que je prends pas temps mort? C'est autre chose, clairement. Messieurs, pronostic, Tancred. Ah, vous allez vous foutre de moi. T'inquiète, je suis avec toi, 4-0 frère. Cavs. T'inquiète. il y a deux Non, supporters des Cavs, donc C'est pas vrai. Oh, C'est pas vrai du tout. on est quand même lucide. Attendez. Je suis pas du tout supporter des Cavs. Bon, c'était Ah non, supporter d'Enix. Allez. je parle Et des c'est Knicks. pour, Les ça Knicks, les que playoffs, c'est pour ça que mon pronostic est un pronostic de merde, parce que je suis fan des Knicks. Moi, les playoffs, je sais pas ce que c'est, vous comprenez. Euh, voilà, écoutez, il faudra voir le Game 1. Je pense que dans cette série, il y aura un ou deux blowout, parce que ça, c'est assez, c'est devenu quelque chose d'assez automatique. Les playoffs et les finals dernière. Je sais que les Warriors, ils sont favoris de partout. Cependant, Ah, euh, personne ne pouvait battre les Pistons au Palace d'Auburn Hill en 2007. Personne. Personne n'a remonté une série 3-1. Personne. si. Personne. Enfin, Qui est pas pardon, en compris. finale. En Laisse-le finale, finir. excusez-moi. Je voulais. Non, Non, mais vas-y, il a, vas-y, il a vas-y, je raison de rigole. me relancer, j'avais oublié. Personne n'a remonté 3-1 une série en finale. Euh, et puis, j'ai dû le dire 300 fois, mais c'est très très rare qu'un quatrième arrive en finale. C'est encore plus rare qu'un quatrième qui s'est complètement remanié en cours d'année arrive en finale. Et Boston en playoff cette année, c'était que des victoires, zéro défaite. Boston, quand ça mène 2-0, c'est 37 victoires, zéro défaite. Et parce qu'il y a eu tout ça, eh ben, ils ont quand même gagné.
Et là, parce qu'en face, c'est les Warriors, alors j'entends le mot la meilleure équipe de tous les temps, je l'entends de plus en plus autour, on en discutera plus tard, parce que c'est impossible, parce que c'est complètement inconcevable, parce que ça n'a aucun sens et parce que c'est impossible. Ça Une peut vraie pas se causerie. passer comme ça. Une vraie Non, causerie. eh ben, Le mec nous fait un crescendo de et ouf. non, mais parce que ça peut pas se Cliffhanger. passer comme ça, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Donc je veux dire 4-2 Cavs. On Oh, va avoir 3 pronos des Cavs. ce genre Enfin, de vous scénariste. savez qu'on n'aurait pas dû faire ce podcast. On va avoir 3 victoires des Cavs, quoi. Alors que je préfère largement les Warriors aux Cavs, hein, vraiment. Mais T'es contre parce l'histoire, que, c'est ton côté parce révolutionnaire. que, Non, mais arrête-toi là, parce t'en que crèves très bien. Hein. après, Communiste. non mais attendez, après l'an passé, bon après c'était quand même c'était un peu plus équilibré l'an passé, mais je voyais les Cavs peut-être éventuellement passer, mais bon après un ou deux matchs, j'ai clairement vu que les Warriors allaient régler leur compte. Demain, ça sera peut-être le même ressenti après le match 1, mais je vous dis, parce que c'est pas possible et parce que personne pense que c'est possible, je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Ça. Parce que c'est Vous impossible l'aurez de faire quelque chose, entendu on fait rien. ici en premier. Allez. Val, on va essayer de rééquilibrer le tir. Ah, Ouais, il a dit pour la fin. non, mais en plus c'est pas par conviction, par supporterisme pur et dur. Euh, Moi, je crois pas du tout au sweep des Warriors parce que je conçois pas qu'on sweep LeBron James Mhm. plus largement que les Cavs. Hein. Plus LeBron James se prendre un sweep, ça lui est pas maintenant. arrivé depuis qu'il a 15 ans, donc si on est San Antonio, mais ça c'est une autre histoire. Et à 11. C'est On va... obligé, je l'attendais. Ah bah j'étais obligé quand même, c'est des belles heures. Ça va, il avait 13 ans, le problème. Ah, même pris 4-0. Mais bref. Du coup, ouais, victoire de Golden State et je pourrais en donner 2 à Cleveland. Pourquoi pas les 2 à domicile ou même faire un coup un peu en dilettante sur les 2 premiers games. Mais par esprit de contradiction, je vais dire 4-1. 4-1. Ok, Euh, Émile. Malheureusement, je vais suivre Val. Pour moi aussi, ça va être 4-1 pour les Warriors. Ça m'a triste de le dire parce qu'évidemment, je préfère que les Cavs gagnent personnellement. Émile, tu seras tondu à Libération. J'espère que t'as bien entendu. J'aimerais bien en donner deux aussi, mais si je suis objectif, après, il y a beaucoup de points qui donnent, qui peuvent aller en fonction dans le sens des Cavs. Par exemple, tu avais dit les 3 jours de repos. Euh, Dans la mesure où LeBron va être stratosphérique pendant toute la série, il pourrait très bien faire gagner 2 matchs ou plus à son équipe. Mais même si on sort Stephen Curry du match, même si ils ont du mal à rentrer dedans, même s'il y a du lockdown de temps à autre des Cavs, enfin, l'année dernière, ça a été 4-1 alors qu'il y avait un gros Big Three. Cette année, c'est juste pas possible, quoi. On va jouer avec Jeff Green et fort, avec George Hill, le meneur, enfin, qui n'ont qui ont évidemment pas la qualité offensive de ce qu'il y avait Irving l'année dernière notamment, et qui défensivement font un peu de leur mieux, mais notre meilleur défenseur dans ce niveau-là, c'est plus scoreur qu'autre chose, je trouve. Mhm. Ce qui est un peu symbolique finalement de l'équipe des Cavs de cette année. Bon, pour moi, on en avait déjà parlé en privé et tout, bien sûr. J'ai rien à espérer de cette finale. Évidemment, c'est que du bonus, j'ai envie de dire. Pour moi, je la vois un peu perdante d'entrée. Ça, je peux être qu'agréablement surpris, pardon. Donc 4-1 pour les Warriors. Et j'attends surtout beaucoup de cette intersaison des Cavs pour voir la suite. Mais ça, c'est un autre débat. Bien. Eh C'est bien, juste. je pense que la finale n'est pas jouée d'avance comme tout le monde veut bien le dire. Je pense pas. Je pense que l'année passée, il y avait un groupe qui en avait un peu ras-le-bol peut-être de jouer ensemble. Il y avait probablement déjà des problèmes avec Kyrie Irving. Mm. Je pense que ouais, le focus n'était pas là. C'était une saison un peu pépère, sortie de champion, forcément complètement héroïque. Hein. Tu remontes de 3-1, tu gagnes. L'année d'après, tu es un peu en dilettante. Bon, bah, ouais, ok. Ici, c'est une équipe qui, effectivement, mentalement, a tout connu, je pense, pendant la saison. Donc, tu leur feras pas pire, je pense, que ce qu'ils ont déjà connu dans la saison. Par le Brown qui se blesse. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'ils ont vraiment des moyens d'embêter Golden State à condition, évidemment, d'être concentré, de respecter
game plan qui a été donné et de s'y tenir. Il faut qu'évidemment tout le monde joue à son niveau. J'ai même pas dit d'être en sur-régime, mais au moins jouer à son niveau, ce sera déjà pas mal. Et après, je pense que les options sont plus ouvertes qu'on veut bien le dire cette année. Effectivement, il y a l'aspect historique qui fait toujours bander LeBron, ça c'est sûr. Je pense qu'on est en finale aussi, donc ton degré d'attention n'est pas le même que quand tu joues TPO. Les Cavs, on les a donnés pour morts après 10 matchs de la saison, à l'intersaison, après la trade deadline, à 5 matchs de la fin, ils devaient pas aller en finale, ils devaient pas passer les Pacers. Ah Toronto, non, mais c'était ça. ça y est, leur année, ça y est, c'est parti, ils vont les fumer. Voilà. Les Celtics, ils devaient jamais gagner 37-0, je sais pas quoi, 10-0. Voilà. Donc ils sont là. Qu'on le veuille ou non, les mecs sont là. Et ils sont prêts à jouer une finale. Le calendrier, effectivement, pour le repos, je l'ai dit, ça joue plutôt pour eux. Alors c'est vrai que ça joue aussi pour Golden State et qu'ils seront plus frais, mais c'est plus important pour une équipe de vieillards, évidemment, de récupérer. L'expérience, ils en ont, toutes les deux équipes. Maintenant, ce sera vraiment le fait de savoir si les gens, encore une fois, joueront à leur niveau. Euh, un prono. 4-2, 4-2 Cavs, non, là, c'est quand même un petit peu abusé. Bien que je pense que tous les scores sont possibles dans cette série en fait. Parce que si tout le monde commence à craquer son slip côté Cavs, bah, ça peut donner une série vraiment intéressante. De l'inverse, s'ils jouent comme ils ont joué contre les Celtics, ça peut être 4-0 ou 4-1 avec un match de LeBron. Et de l'autre côté, ça peut aller au match 7 aussi. Donc je vais mettre un petit match 7 en 2016. Victoire à l'Oracle, comme en 2016. 4-3 pour les Cavs. J'aimerais bien, c'est le soir de mon anniversaire, le Game 7. Et, Écoute, et il sort plus comme un cadeau. 4-2, il est pourri, et il te sort un 4-3 à J'ai l'oracle. j'ai pas Il dit est qu'il était fort, il est pourri. fort. J'ai pas dit qu'il était pourri. J'ai dit que c'était, je trouvais Qu'est-ce ça un qu'il est peu fort, ce abusé. stuff. Il maintient le Un peu suspense. Oui, Je un rappelle peu quand même que j'avais abusé, oui, c'est pronostiqué figure de style, quoi. quelques belles petites choses dans les brackets qui se sont passées, pour ceux qui s'en souviennent, hein. On est face à quelqu'un qui a pronostiqué Utah 14e. Ne Euh, l'oublions pas. Alors, Luc Besson vous attend en privé attendez, dès la fin du podcast pour attendez, écrire un nouveau parce film. que là, je vois déjà. Voilà, je l'ai dit au mec de Utah. Tu devrais être content que je parie contre ton équipe. Chaque fois que je parie contre, ils gagnent. Et la seule fois où j'ai parié pour, ils ont perdu. Donc, bon. Voilà. Oui, on a beau être tous des parieurs dans l'âme et de se réaliser des beaux petits coups. J'avais quand même donné les Pels gagner Plus ou moins 4-2. bon, hein. J'avais donné les Pels gagner 4-2 contre les Blazers. Bon, hein, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Effectivement, Utah, bon, j'avais pas prévu de Donovan Mitchell. J'avoue. La gaffe. La bise Non, à mais, Jérémy, c'est Nuggets, qui ont Voilà, encore une des fins. un petit match-up à 2h du matin en plus. C'est l'un des rares matchs qui sera 2h du matin sur toute la série. C'est un Bon, quel jour comme le Game 7? Un le quel Game soir, 7, pardon. c'est le lundi 18 juin, donc la nuit de dimanche à Ah, lundi, ça m'irait. à Bon, 2h écoute, du je signe matin. tout de suite. Je signe. Écoute, moi On fait aussi. une pétition? On envoie Mais ça. en tout cas, pour tous les gens qui disent que la finale est jouée, que machin, que si, on en a marre de les voir, etc. Non, mais ça, c'est une bêtise. C'est Je veux dire, ça reste une finale NBA, c'est du spectacle. ce On qui- voit LeBron qui était dans sa meilleure saison, Il y a une de Klay ses meilleures saisons en Thompson. carrière. Klay Thompson vient de déclarer un truc qui est assez juste. Les autres équipes ont qu'à être meilleures. C'est con, C'est mais c'est ça. vrai. Exactement. Mais Et alors, il pour a, tous il ceux a qui tout gueulent, à fait, il a tout à fait raison, oui. tous C'est ceux qui exactement ça. gueulent, si c'était votre équipe en finale, je pense qu'on vous entendrait moins fort, hein, Mhm. pour être honnête. Même si ça faisait 18 Mais fois d'affilée, vous seriez tout content. Donc, Après, il y a beaucoup de fans frustrés qui doivent parler. Je pense aux fans, je... par exemple, d'OKC. Ils devaient espérer beaucoup mieux. Oui, mais j'ai vu des comptes FR des Spurs, par Ah, exemple, voilà, râler un petit peu. Je pense que les Spurs, au moment où ils dominaient bien la ligue, on les a vus ils quelques étaient bien fois en contents, bien finale. sûr. Non, Je mais... pense pas qu'ils gueulaient, même si c'était des opposants différents de temps en temps, ou bien parfois les mêmes, non. hein, contre le Heat, par exemple. c'est une autre époque. Mais Voilà. sérieusement, Klay Thompson, il a assez raison sur un point. Là, quand même, on va le répéter encore, mais les Cavs, c'est pas l'équipe qu'ils ont pu être les précédentes années. Ils arrivent quand même en finale. Évidemment, Boston, on ne les attendait pas là. Mais le fait que ce soit ces deux équipes qui arrivent en finale de conférence, c'est déjà quelque chose d'extrêmement. C'est une heureuse surprise. Mais c'est vrai que, et puis l'an passé, je l'ai déjà dit pour les Raptors, ça se refait cette année. C'est au bout d'un moment, les gars, ça fait 8 ans que LeBron, il vous marche dessus. Et depuis 8 ans, il n'y a personne qui s'est dit, nous aussi, on a envie d'aller au bout, on a envie de faire quelque chose, on va créer une équipe qui est capable de le faire.
Personne Ah n'est si, les capable de le Raptors faire. ont Et quand recruté il y a des une Marika équipe... et PJ Tucker. Si c'était pas un Ouais, Run voilà. Stopper, je m'y connais plus. Hein. Si, où Ah il y a bah oui. les... Non, mais ou tu alors les vois, superstars se Ah, cachent une la mais tête. équipe oui, comme les oui. Raptors, une équipe comme les Raptors était capable de ça. Et là, vraiment, cette année, on en a parlé dans un podcast. Ah, ça y est, Hum. ouais, là, ça y est, ça a changé à l'Est. Non, on Et s'était non, posé la mais ils se question. Je chient disais, dessus est-ce qu'ils vont voilà. monumentalement, mais c'est lamentable, quoi. Enfin, on n'est pas là pour écrire les Il matchs enfin, les faut, séries qui sont passées, mais il faut voilà. l'émergence d'une grosse équipe à l'Est, et nous savons tous que Boston et Philadelphie sont là pour répondre à cette question, ainsi que d'autres équipes, bien sûr. Bien sûr, mais Par contre, faut Faut pas que non ça plus arrive. enterrer les Faut que Cavs. ça arrive. Parce que là, pendant Ah non, l'Ouest. j'enterre l'intersaison. pas les Cavs. Non, 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 parce j'enterre pas que. les Cavs. Non, mais je veux dire. Là, Question d'ailleurs. Oui, La vas-y. finale de LeBron à Cleveland. Oh là là, ça y est. Tu peux le mute, s'il te plaît, Xavier? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux le mute, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il a dit avant? J'ai pas Là, entendu. Que ce sont tu. les dernières finales de LeBron à Cleveland. Bah, écoute, franchement, en Non. porte de sortie, il y a pire. Putain, la saison qui Je vient de sais. rentrer, le fou. Mais c'est pas la question. Ah, Non, Je pour pense, moi. je pense que ça pue Houston en ce moment. bah, Oh. effectivement, Houston, apparemment, Chris Paul s'est déjà mis à genoux devant LeBron. Donc, bon, on verra. Après, encore une Ce fois, qui serait assez original comme carrière, hein, quand même. le, Bah, c'est Ce ça. serait le, assez bizarre. le soir de la draft, on saura. Eh oui. Voilà. Eh oui. Mm. Il suffit d'attendre Mais c'est pour ça. ça aussi que du coup, cette finale se regarde. Parce que c'est la meilleure équipe contre le meilleur joueur du C'est monde, ça, et que c'est c'est ça. peut-être les dernières finales de LeBron à Cleveland, Voilà. qu'on sait pas, Oui, mais donc déjà, par définition, une finale se regarde. Non mais Enfin, regarde par Toutes les... exemple, Voilà, attends, exactement. Une on finale, prend un ça se exemple, regarde. tu prends un exemple tout con, LeBron il bouge l'année prochaine à Houston. On va encore dire, ah ben voilà, les vraies finales NBA, ça va être Warriors-Houston en finale de conférence. Et puis il y a un ouais, mec c'est il y bien. a des mecs de l'Est qui vont se pointer et ils vont se faire rincer quoi. J'en ai mécontent, non, mais c'est clair. Donc voilà, faut profiter de ce qu'il y a. Alors peut-être ça vous plaît pas, machin, j'en sais rien. Moi je pense qu'il va y avoir des matchs intéressants à regarder. C'est une configuration qui est vraiment différente pour les Cavs pour le coup. Donc il faudra que les Warriors s'adaptent aussi à ce que Cleveland a proposé. Même si c'est pas un jeu chatoyant, même si c'est pas si, même si vous aimez pas LeBron, au bout d'un moment, vous êtes censé être fan de basket et les finales de NBA, c'est la grand-messe. Donc Ça, voilà. voilà, attention. On l'a pas dit aussi, mais les Cavs sont tellement underdogs Ah oui, que ça, c'est par vrai exemple, je que prends l'exemple du foot. Souvent, on met une telle pression sur le favori que ça joue contre eux en fait. ah ben, là les Golden State Warriors, ils ont pas le choix, ils doivent gagner. Pendant leur préparation, ils sont trop scrutés alors que l'outsider est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein dans son approche finalement, beaucoup plus confiance en eux. Et ça peut jouer pour eux aussi. Après, Oui, après ça reste les finales NBA, je non pense mais que tout le monde est chaud, ça mais peut jouer aussi. ouais. ça peut plus euh, jouer ça peut plus jouer dans la tête des Cavs et de se dire ah ouais vous nous prenez pour des merdes, bah ok on va voir. c'est plus un bonus pour les Cavs qu'un malus pour les Warriors, Voilà, c'est sûr. c'est ça, on est sûr, on est d'accord. Ok, eh bien j'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Si c'est pas le cas, eh bien on attend avec impatience vos commentaires pleins de haine et de rage. Et bien bonne finale à tout le monde, bonne finale à Émile, Tancred et Val, et merci à tous et à Bonne bientôt. finale. Bonne finale à vous, bonne finale à tout le monde. Ciao. Salut. Bonne soirée.